Ouais, salut les bichons, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais, de la voiture en général. Généralement je vous montre jamais la voiture. L'extérieur je l'ai pas trop changé. Bon, le son il va être un peu dégueu avec le vent. Vous connaissez le petit changement. Juste ça. Voilà, ma petite boîte Manu. Mes petits masques, mon petit gel hydroalcoolique. Bon forcément. Juste voilà. J'avais ajouté ces petits inserts là. 4R. Pour le 4RM. Ouais, je vais vous montrer toute la voiture un petit peu en règle générale quoi. L'arrière il est d'origine hein. Donc c'est une voiture qui roule tous les jours. Pour passer le 4RM, j'ai dû changer l'échappement. Ça c'est un Golf 7R. Donc j'ai modifié le diffuseur. Vraiment, bon, c'est pas mal, j'aime bien. Je valide, comme on dit. Ouais, j'avais ajouté le petit logo 4R. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. Je trouve ça pas mal du tout. Le coffre, j'ai dû le modifier. Hop. En fait, on est obligé de reprendre, de découper la tôle et de reprendre correctement, on va dire, la tôle d'origine en emboîtant une tôle exprès. Voilà, ça fait propre. J'attends juste le petit polystyrène où on met le cric et le petit set de démontage des pneus pour que ça fasse propre, et une plage arrière de Golf 7 aussi. Pour l'instant c'est celle d'origine, mais du coup comme on a rehaussé l'ensemble du coffre, on peut plus mettre en fait celle d'origine de la Léon. On perd un petit peu en espace de volume en fait de coffre quand même. Mais j'ai tout fait dans les règles de l'art quoi. Donc voilà. Le coffre en lui-même, après il est... Qu'est-ce qu'il est? Hop. Petit mécanisme de coffre, ça vous l'aviez déjà vu. Voilà. Hop. Devant. Là j'ai caché les plaques forcément. Incognito. Hop. On soulève. Là ça tourne parce que j'ai mis le système cryo en marche en fait pour vous montrer. Donc je vais l'éteindre après, je vous montre juste, je vous remontre. Là il est. Je roule pas donc il est pas super froid, mais quand même. Quand même. Voilà. Ça c'est du givre. Pareil. Du givre. C'est congelé quoi. Là on est à moins 20 à peu près. Moins 20 que je vous montre. Allez, petit secret là, petit secret. J'ai fait mon cache. Hop. Voilà, pas grand chose que vous connaissez pas hein. En fait. Si en fait il y a plein de trucs que vous connaissez pas. Bon, là on voit la pompe. La pompe haute pression. C'est pas le reflet du soleil, hein. Elle est blanche parce qu'elle est congelée. Voilà. La condensation. Mais là, ça injecte à moins 20, imaginez. Bref. Voilà. Je vais vous faire un petit topo de comment ça fonctionne. Je vais l'éteindre pour qu'on soit un peu peinard. Hop. Là on voit la conso clim. Hop. C'est-à-dire que là j'ai la clim habitacle hein, qui est branchée en même temps. Donc le système il est pas poussé à fond. Dans le sens où je peux verrouiller, je peux éteindre
la clim habitacle pour avoir que le système cryo sur le moteur. Là il est combiné là. Il est combiné, je vais vous montrer après. Hop, allez, j'éteins la clim. Du coup, pop. Voilà. Le ventilo il va se calmer un peu. Bref, allez, je vais même éteindre le moteur. Tac. Voilà. Bon, la config. Pour ceux qui connaissent pas la config, admission de RS3 avec batterie, petite batterie ici pour laisser la place à la grosse boîte d'admission, quoi. Grosse boîte d'admission. Il est prévu que je rajoute en fait une batterie annexe dans le coffre, en fait à plat. Donc ça c'est le prochain truc. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu légère. Elle est un peu légère, enfin légère dans le sens en ampérage. Et en capacité nominale, elle est un petit peu légère, donc voilà. Système d'essence, système carburant. Donc là on voit tout de suite, il n'y a plus de givre. Vous voyez la différence? Voilà, hop. Ça tout de suite, ça reprend la température, parce que dans le moteur il fait excessivement chaud. Donc c'est flagrant. Hein. Voilà, elle est revenue. Bon, elle est encore très froide. Hein. Mais bon, comme ça chauffe énormément, j'ai laissé chauffer le moteur. Donc le petit mystère, il n'y a pas de mystère en fait. Hein. Arrivée d'essence. Échangeur thermique. Avec arrivée de gaz, sortie de gaz. Sortie de carburant. Hop. Ça je vous dirai pas ce que c'est. Ça suit, ça rentre dans la pompe haute pression. Circuit de basse pression. Hop, pompe. En fait c'est une pompe à carburant qui est inclus dans une boucle. C'est une boucle de refroidissement. Hop. Ça, la rampe basse pression. Des injecteurs basse pression. Ça suit la rampe. Donc il y a un volume quand même assez important de carburant dans toute la boucle. Hop, ça revient là. Et voilà. On revient dans la boucle de carburant. La pression, elle est de l'ordre de 5 bars, à peu près de 5 bars en permanence dans le circuit. La boucle en fait de carburant permet d'avoir un refroidissement optimal malgré en fait les bas débits. C'est-à-dire que si même vous n'utilisez pas votre carburant, le carburant il est quand même à moins 20 degrés. Moins 15, moins 20 degrés. Et quand vous avez besoin de carburant à une grosse accélération, votre carburant il va être pré-refroidi à déjà moins 15, moins 20 degrés et injecté à la fois en basse pression pour les petites accélérations et en haute pression, très haute pression pour les grosses, le gros couple quoi. Si j'avais pas fait cette boucle là, en fait le carburant il serait pas aussi froid parce que forcément un échange thermique ça réclame un débit qui dit débit en fait dit puissance soit de dissipation thermique, soit de puissance, en tout cas une puissance d'échange thermique. Donc s'il n'y a pas de débit, il peut y avoir un débit de gaz de fou. Si vous n'avez pas de débit de carburant qui passe, le refroidissement se fait pas bien quoi. Alors que là, avec cette boucle en fait, tout de suite, on va avoir un carburant à moins 20 disponible tout de suite à moins 20 degrés. Dès que vous allez accélérer, vous avez besoin de débit d'essence, ça sera là. Et sachant que la boucle elle est à 5 bars, la boucle basse pression est à 5 bars partout. Sauf qu'il y a une petite pompe qui fait une boucle de circulation tout le temps pour refroidir le carburant en permanence. Voilà, j'espère que vous avez compris le système. Donc ce système là, il inclut une valve ici. Voilà, tu t'arrêtes toi. Une valve ici, c'est un petit solénoïde, hein, c'est un petit solénoïde qui ferme, qui ouvre la vanne. On a la même ici. Voilà.
même ici, petit solénoïde qui ouvre et qui ferme la vanne. Ça fait que je peux contrôler soit celui-là je le ferme, soit je ferme l'habitacle. Là en l'occurrence les deux étaient ouverts. Donc ça veut dire que le système il fonctionne en parallèle, quoi. En parallèle avec habitacle et essence. Après dans le futur, enfin si je veux, je ferme l'habitacle et j'ai toute la puissance frigorifique qui va dans l'essence. Pour l'instant, j'en ai pas besoin dans le sens où c'est assez puissant. Ce chiller là, ça s'appelle un chiller, hein, c'est un échangeur thermique. Il fait 4 kW, 4000 watts. 4000 watts et avec le gaz que j'utilise, il fait un peu plus que 4000 watts, quoi. Il est estimé à peu près 5-6 000 watts. 5-6 000 watts, c'est quand même des grosses puissances, quoi. Donc, alors la consommation maintenant du moteur, en fait, le fait de mettre la clim, ça consomme forcément de l'énergie. Il faut savoir que une pompe à chaleur, en fait, ça restitue bien plus d'énergie que ça en consomme. Imaginons que je consomme 1 watt. Si vous avez un COP de 4, j'en restitue 4000. C'est-à-dire que soit en chaud, soit en froid. Ça dépend de la capacité et du gaz que vous utilisez dans votre clim. En l'occurrence, là, par exemple, moi, pour produire 4000 watts de froid, je consomme 1000 watts. Alors, 1000 watts, c'est pas grand-chose, hein. 1000 watts, 1 kW, sachant que le moteur en possède 220 ou 221 sur celui-là. Donc, vous voyez le ratio. Et sachant que, en plus, le compresseur de climatisation est un compresseur à régulation de débit. C'est-à-dire qu'en fait le gaz, il y a une vanne qui ouvre ou qui ferme le débit de gaz en fonction des besoins de la clim. Et ce débit se coupe à la demande de couple maximum du conducteur. C'est-à-dire que au quotidien, ça peut consommer 1000, 2000, 3000 watts en consommation pure. Mais si je réclame le couple maximum du moteur, en fait l'écu moteur, lui, il va couper la climatisation temporairement pour dédier l'ensemble de la puissance du moteur à la motricité et non aux accessoires. Donc, et en plus, ça c'est régulé avec le Select Drive. C'est-à-dire qu'en mode Cupra, la clim se met encore plus tôt en mode économique pour réserver la puissance au moteur quand on a de fortes demandes de couple. Donc, sur ceux qui se posaient la question sur la consommation en cas de forte puissance de demande du conducteur, en réalité, il n'y a aucune influence parce que la climatisation est déverrouillée le temps de la demande de couple de puissance maximum. Et après, forcément, comme c'est un moteur à récupération d'énergie, vous ne saviez peut-être pas ça, mais en réalité, il y a un système de récupération d'énergie sur la batterie, à la décélération, au freinage et la climatisation, quand vous lancez votre climatisation. C'est-à-dire que, imaginons que vous entamiez une grosse accélération sur un circuit, la clim va se relancer quand vous allez, freiner sur une courbe, sur un circuit, etc. Donc, pour ceux qui se posaient la question de l'intérêt du système sur sa consommation, il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Alors c'est sûr que la climatisation consomme de l'énergie au niveau de l'autonomie. Enfin nous, notre principal problème là, c'est pas l'autonomie, c'est l'efficience de la combustion, donc la performance en somme. Mais bon, après le système est entièrement déverrouillable et on peut le choisir volontiers, comme on veut, quoi. Voilà, sur ça, je vous ai montré la boucle de régulation du carburant. Le gaz, je ne peux pas vous dire ce que c'est pour l'instant, c'est un mélange que je fais. Peut-être qu'un jour, j'en dirai un peu plus sur ça. Le système water cooling, vous connaissez, système water cooling, le vase d'expansion, l'échangeur air-eau qui est censé refroidir l'air du turbocompresseur. Donc là vous voyez en fait la durite, la tubulure qui vient directement du turbocompresseur. Il y a un petit capteur pression température avant papillon. Le papillon des gaz. Ça
water cooling, papillon des gaz water cooling. Je vous avais dit aussi, moi j'ai installé dans le muffler d'ailette à la place de l'air qui est censé atténuer le bruit du turbo. Tout le monde l'enlève, de toute façon, ça, mettre un inlet et un outlet, ça c'est du standard, quoi. Voilà, vous connaissez. Moi à la place de l'air, j'ai créé une seconde paroi dedans et je fais circuler de l'eau. Ça veut dire que l'eau en provenance du radiateur basse température refroidit également le papillon et transmis à l'arrière et refroidit la volute de compresseur. C'est-à-dire que le turbo là il a triple refroidissement. Il a le refroidissement par huile et lubrification, le refroidissement par eau du moteur et le refroidissement enfin de la turbine de compression et de la volute de compression directement en basse température. Donc en fait elle a deux refroidissements, le turbo a deux refroidissements haute température, c'est la température de l'eau du moteur quoi, et de l'huile du moteur, et à la température au niveau de l'étage de compression à la température ambiante. Parce qu'en réalité on est pour ceux qui veulent la température à peu près, on tourne toujours entre 5 et 10 degrés au-dessus de la température ambiante, tout le temps. Alors, que vous soyez à fond ou en roulant standard, on est tout le temps à 10 degrés, quoi, 10 degrés au-dessus. C'est-à-dire que même si vous prenez un 4 bar, vous serez à 10 degrés au-dessus. Ça bouge pas, c'est tout le temps constant. C'est chiant, mais c'est constant. Mais c'est super. Quoi d'autre sur le truc? Donc forcément, il y a, pour ceux qui me demandaient, il y a un radiateur basse température dédié. Moi en l'occurrence j'en ai deux. J'en ai un en première couche. Après j'ai le compresseur de clim, j'ai le condenseur de clim pardon. Et après j'en ai un sur toute la longueur, juste devant le radiateur moteur. Sachant que les deux radiateurs moteur et radiateurs pour le Pixer, ils sont majorés, c'est des gros radiateurs qui sont bien balèzes. Ça prend toute la surface. Moi en fait c'est comme si j'avais deux radiateurs moteurs. C'est quasiment deux radiateurs moteurs l'un sur l'autre. Donc je vous laisse imaginer un moteur à combustion, ça produit environ 30% de puissance motrice. Et tout le reste, c'est de la chaleur, de la perte dans le flux thermique du radiateur ou le flux thermique de l'échappement. À part le turbo qui en récupère un petit peu à l'échappement, mais bon, on n'en récupère pas beaucoup par rapport à la perte thermique. On peut monter peut-être en rendement 35-36%, un bon rendement moteur. Enfin bon, c'est pas énorme. Ça fait que quand vous montez vos puissances moteurs, vous augmentez, on va dire, le flux thermique du radiateur, vous augmentez la température d'environ 30%. C'est-à-dire qu'imaginons que vous gagnez 30% de puissance moteur, vous regagnez aussi 30% de puissance calorifique à évacuer par votre radiateur moteur. Voilà, c'est à peu près de cet ordre-là, quoi. Sur celui-là, moi j'ai une boîte Manu. Donc en fait, vous vous rappelez, j'ai un radiateur secondaire du moteur ici, et de l'autre côté, c'est une écope, l'écope de refroidissement de la boîte. Moi, j'ai une boîte Manu. Je suis assez adepte des boîtes Manu. Je sais que quand on essaye la DSG, on n'en revient pas après, mais bon, à l'ancienne, j'aime bien encore mettre des petits coups. Quoi vous dire d'autre Alors, j'ai quand même dû, pour monter le Pixer, adapter les durites de refroidissement du moteur. Parce que forcément, ça passe ras. C'est tout juste, ça vient, voilà, c'est tout juste, quoi. C'est limite. Là, c'est gavé. Vous voyez là par exemple, j'ai dû modifier la sortie d'eau du turbocompresseur pour rattraper. Voilà, vous voyez pas, mais
C'est des petites modifs mineures. Tout est mineur, mais ça a son importance parce que faut que ça soit fiable, faut que ça soit bien fait, faut que ça tienne. Voilà, voilà. Là, donc pour revenir au Pixair, ça c'est le capteur pression-température après échangeur. Sachant qu'il y a déjà un capteur pression-température d'air avant papillon, mais la température d'air n'est prise en compte que s'il y a une défaillance de ce capteur après échangeur. Si ce capteur est défaillant, le moteur va prendre en compte la température avant papillon. Sachant que du coup, normalement, ce capteur se trouve après l'échangeur sur le modèle d'origine, avec le circuit d'air d'origine. Mais moi si j'ai une défaillance de ce capteur-là, celui-là il prend 130 dans la gueule. Il prend l'air chaud du turbocompresseur après compression. Donc bon, heureusement que ça fonctionne comme ça. Voili voilou, et puis pour vous remontrer l'arrière, je vais pas fermer le capot. Pour vous remontrer à l'arrière, voilà, j'ai passé mon cap du 4RM parce que j'avais cassé le dogbone. Voilà, donc châssis alu avec le cardan, je sais pas si vous voyez. On voit que dalle en fait. Bon, ça sert à rien. Bref, en tout cas, ça le fait bien. Ça le fait. J'aime bien mon petit logo aussi comme ça, 4R là, ça, c'est sobre, ça le fait bien. Ça se la pète un peu. Non, ça se la pète pas. J'aime bien parce que c'est assez discret. Mais l'objectif, c'est d'être discret et d'avoir du potentiel derrière. Oui, voilà. Voilà, je reviens à ça, mes bijoux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.